Sujet mondial par essence, le changement climatique n'en est que plus complexe. Chacun peut en avoir sa compréhension et agir en conséquence. Et si l'impérative transition écologique semble être notre horizon, il reste encore un peu vague. Or, pour être efficace, surtout si nous devons agir collectivement, eh bien, il nous faut savoir de quoi on parle. Il est indispensable de mieux connaître les peurs du grand public, ses attentes et les actions qu'il espère partout dans le monde. Avoir cette connaissance-là des attentes du grand public, c'est le défi que se sont lancés ensemble EDF et Ipsos en créant l'année dernière l'Observatoire international climat et opinion publique, aussi appelé l'Obscop. Nous allons découvrir ensemble, ici même, les résultats de l'étude 2020. Et pour mieux en cerner les enjeux, nous accueillons tout de suite le directeur exécutif groupe en charge de la direction innovation, responsabilité d'entreprise et stratégie d'EDF, monsieur Alexandre Perrat. Bonjour Monsieur Perrat, bienvenue sur ce plateau des Electric Days. Alors, je le disais à l'instant, c'est la deuxième édition de cette très grande étude unique, notamment par son ampleur. Au fond, pourquoi est-ce que c'est important pour EDF de réaliser une telle étude ? C'est important parce que le changement climatique, c'est un problème global, un problème systémique, un problème mondial, et qui ne pourra être résolu que s'il y a une prise de conscience mondiale pour le combattre véritablement. Et cette prise de conscience, il faut la mesurer. On la mesure par les opinions, qui sont un aiguillon de l'action politique. Et donc, nous voulions cette étude parce qu'elle n'existait pas, tout simplement. Et nous sommes très heureux de la conduire pour la deuxième année consécutive et de la partager avec tous les chercheurs, les scientifiques, les commentateurs mondiaux qui pourront s'appuyer sur cette étude et sur ses résultats. C'est aussi important parce que, vu de France, vu d'Europe, parfois, nous sommes des pays qui émettent peu de CO2 dans un problème global, comme je le disais, et qui, évidemment, suppose de savoir comment réagissent les opinions mondiales à l'autre bout de la planète pour voir si les efforts que nous faisons ici, dans nos pays, sur nos latitudes, ont un vrai sens, parce qu'ils doivent être suivis par ailleurs dans d'autres pays qui, eux, émettent beaucoup plus. Effectivement, vous le disiez à l'instant, les efforts doivent être partagés. Ça veut dire aussi peut-être que la perception doit être commune et peut-être n'est-ce pas toujours le cas. Vous nous le rappeliez à l'instant, le sujet est complexe. Alors, eh bien, pour l'éclairer, il nous fallait quelqu'un d'expert, quelqu'un qui sait souvent comprendre, peut-être mieux que nous-mêmes, nos comportements, en tout cas les analyser avec justesse. Vous avez l'habitude de l'entendre et de le découvrir lorsqu'il décortique pour nous les attitudes politiques des Français. C'est le directeur général délégué d'Ipsos, monsieur Brice Teinturier. Monsieur Teinturier, bienvenue. Ce plateau est désormais à vous et nous allons découvrir avec beaucoup d'intérêt les résultats de cette étude. Merci, bonjour à toutes et à tous. C'est une étude tout à fait exceptionnelle que nous avons pu réaliser donc, dans le cadre de cet observatoire pour EDF. Exceptionnelle par sa dimension d'abord, par l'échantillon. 24 000 personnes interrogées, vous le voyez ici, sur l'ensemble de la planète, sur une série de pays qui représentent les 2 tiers de la population mondiale, et 24 000 personnes interrogées, donc dans des pays qui ont été choisis en fonction de leur émission de CO2, mais également pour leur importance, et puis pour avoir bien sûr une dispersion géographique importante. Donc un dispositif exceptionnel. C'est la deuxième année que nous conduisons pour EDF cette vaste enquête, et du coup, plus nous allons avancer dans le temps, et plus nous pourrons mesurer des évolutions. Alors d'abord, le premier point, c'est de savoir dans la hiérarchie des préoccupations de l'ensemble des populations interrogées, comment les choses se passent. Et vous allez le voir tout de suite, le changement climatique reste quelque chose d'extrêmement important pour l'ensemble de ces populations, même si, bien évidemment, le coronavirus a fait éruption, s'installe comme la première préoccupation, juste avant le coût de la vie et le chômage. Donc le coronavirus, bien évidemment, domine dans les préoccupations. Il faut d'ailleurs remarquer que c'est un peu paradoxal d'une certaine façon, puisqu'on a une surréaction qui peut se justifier, mais une surréaction des opinions publiques, des gouvernements, alors que la question environnementale reste une question porteuse de menaces au moins aussi importante pour l'avenir. L'environnement, toutefois, vous le voyez ici, s'établit à 39%, donc il reste parmi les préoccupations les plus importantes. Il y a de grandes disparités suivant les pays, suivant les populations dans cette hiérarchie.
Dans certains pays, par exemple au Mexique, la délinquance est à un niveau extrêmement élevé, mais globalement, on voit que l'environnement donc continue à peser et à peser fortement. Dans toute une série de pays, notamment dans des pays de l'Europe, mais également, vous le voyez, au Canada, en Australie, en Inde et en Chine, la question environnementale fait même partie des 5 premières préoccupations, parfois la 2e ou la 3e. Donc il s'agit bien de quelque chose qui s'est installé sur l'ensemble de la planète et qui se joue à un niveau particulièrement important pour les populations. Alors, malgré la crise économique, un arbitrage entre l'importance qu'il faut accorder à l'environnement, même si ça pourrait ralentir la croissance économique du pays et du coup pénaliser l'emploi, ou en termes d'importance, est-ce qu'il faut mettre le paquet sur la croissance économique et les emplois avec des conséquences potentiellement négatives sur l'environnement? Eh bien, vous le voyez, sur l'ensemble des pays interrogés, et je le rappelle, les 2/3 de la planète en termes de poids de ces pays, la question environnementale domine. Petite majorité absolue, mais majorité relative importante. Donc très clairement, cela vient confirmer l'importance de ce sujet aux yeux des populations, avec évidemment, là aussi, quand on regarde de plus près, des différences qui peuvent être tout à fait notables, suivant les pays, également suivant les populations. Les populations les moins diplômées, les plus populaires, sont davantage enclines à peu près partout à accorder de l'importance à la croissance économique. Les populations un peu plus aisées, un peu plus diplômées, sont encore plus fortement que la moyenne sur la question environnementale. Et puis disparité par territoire quand même, puisque vous voyez toute une série de pays pour lesquels la question environnementale clairement domine sur l'arbitrage économique. Il s'agit de la Colombie, de la Turquie, de la Chine, du Brésil. Au Brésil, la déforestation joue un rôle particulièrement important, du Chili, de l'Inde. Donc des pays pour lesquels la question environnementale, on l'avait déjà vu, était très importante. Et puis d'autres pays où la question économique reste malgré tout extrêmement importante. Mais ce qui me frappe, moi à titre personnel, c'est que même dans ces pays, comme l'Égypte, l'Indonésie ou les États-Unis, eh bien finalement les opinions publiques sont quand même assez balancées. On peut donc dire que partout, sur l'ensemble de notre planète, la sensibilité à l'enjeu environnemental est tout à fait réelle, tout à fait important. Alors une fois qu'on a posé cette hiérarchie des sujets environnementaux, qu'en est-il du changement climatique? Eh bien vous le voyez, quand on creuse un peu la question, derrière l'accumulation des déchets qui reste, mais en baisse, le premier sujet de préoccupation autour de l'environnement, le changement climatique s'impose. Non seulement il est en 2e position, 45% de citation, mais en progression à plus 5. Et puis très vite derrière, on a la manifestation concrète de ce changement climatique qui arrive, les événements climatiques extrêmes qui aussi sont en progression et s'imposent à un niveau élevé. Alors d'autres sujets sont tout aussi importants. Je vous disais par exemple la déforestation, 27% de citation, c'est malgré tout beaucoup plus important en Amérique latine, où la pollution de l'air peut être plus importante par exemple en Chine. Mais sur les questions donc, de réchauffement climatique, nous avons une progression et des progressions particulièrement notables dans certains pays, la Turquie, la Suède, la Belgique, la Corée, la France également. Ce n'est d'ailleurs pas toujours corrélé, loin de là, à la réalité d'événements climatiques extrêmes qui ont pu se produire au cours de l'année écoulée. Je pense par exemple à l'Australie, où il y a eu, vous le savez bien, des feux de forêt extrêmement importants. Il n'y a malgré tout pas de progression en Australie de cette dimension. Mais donc quelque chose qui s'est maintenant imposé, et imposé comme étant extrêmement préoccupant, les questions de réchauffement climatique et leurs manifestations concrètes. Alors quelles sont, et c'est un sujet absolument déterminant, quelles sont maintenant les causes du changement climatique aux yeux de la population interrogée? Là, et c'est tout l'intérêt de cet observatoire, qui est un observatoire à la fois pour connaître mais pour agir, on commence à comprendre à travers ce slide que finalement les mécanismes du réchauffement climatique sont loin d'être totalement intégrés par l'ensemble de la population. 62% nous disent que les émissions de gaz à effet de serre comme le CO2 sont à l'origine du réchauffement climatique. Donc là, il y a quelque chose de compris. Sur la pollution de l'air, on est aussi à 46%. Sur la chaleur produite par les activités humaines qui peuvent être plus sujets à caution, eh bien 43% nous les citent alors que ce n'est pas forcément une cause directe du réchauffement climatique. La déforestation, qui en est une, est citée seulement à 42%, alors avec des pics, je le redis, en Amérique latine, mais malgré tout seulement à 42%. Et puis on a toujours des confusions autour du trou de la couche d'ozone, cité par un tiers de la population comme étant à l'origine du réchauffement climatique ou le réchauffement naturel de la planète.
C'est très important parce qu'on verra qu'en fonction des niveaux de compréhension, eh bien, nous avons des propensions à agir sur les bons leviers qui peuvent varier. Alors tout cela nous amène à un indicateur central qui est le nombre de personnes qui, aujourd'hui, admettent qu'il y a un changement climatique d'origine humaine. Il s'établit à 68%, ce qui signifie aussi que nous avons 32% de climato-sceptiques, avec 25% qui nient réellement l'idée d'un changement climatique qui serait d'origine humaine, et puis 7% qui nous disent soit il n'y a pas de changement climatique, soit qu'ils n'expriment pas d'opinion, et en ce sens, ce sont bien des climato-sceptiques, en tous les cas qui s'interrogent sur l'origine de ce réchauffement climatique. Donc 32% sur la planète qui restent encore en interrogation ou en scepticisme. Il y a également des évolutions importantes par pays. Vous le voyez ici, les États-Unis sont le pays maintenant le plus climato-sceptique au monde, avec une progression de 7 points. On ne passe pas 4 ans avec un président qui niait le réchauffement climatique sans que cela ait des effets sur l'ensemble de la population interrogée. Mais c'est vrai également en Arabie Saoudite, en Norvège, en Australie, donc malgré un certain nombre d'événements, dans les Émirats arabes unis. Et finalement, la clé la plus explicative, c'est que ces pays, vous le savez, sont des pays qui utilisent beaucoup, qui produisent beaucoup, soit du pétrole, soit du gaz, en tous les cas des énergies carbonées. Et puis notez également que l'Allemagne est au-dessus de la moyenne, 36% de climato-sceptiques, alors que vu de loin, on pourrait avoir l'impression que l'Allemagne est un pays très engagé dans la lutte contre le climato-scepticisme. En réalité, c'est plus compliqué et l'ensemble de la population n'est pas si acquise que cela à cette cause de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors malgré tout, chacun constate, et de plus en plus, que dans sa région, il y a des effets concrets du changement climatique. La moyenne mondiale s'établit à 78%, mais il y a, vous le voyez également, il y a des pics, notamment en Asie, notamment en Amérique du Sud, et partout on est au moins à 2/3 de ce constat, 2/3 pour les populations. Alors quels sont les risques que fait peser ce réchauffement climatique ? Très clairement, c'est la multiplication des événements climatiques extrêmes qui inquiète le plus les populations, 61%, cela domine véritablement en termes de hiérarchie. Vient ensuite la pollution, avec des variations là encore par pays, et puis la désertification. Mais la multiplication des événements extrêmes, c'est le marqueur fort du réchauffement climatique et le marqueur le plus inquiétant aux yeux des populations. Hop. Alors, malgré cela, seule une moitié des populations pensent que le changement climatique n'a que des conséquences négatives. Vous voyez ici, on est à 50%. Vous avez 4% de la population qui considère qu'il y a des effets uniquement positifs. Et puis un bloc qui n'est pas négligeable, de 38% de la population, qui se dit finalement il y a du bien aussi dans ce réchauffement climatique. Et cela ne renvoie pas aux questions de climat, puisque vous trouvez dans ces 38% des pays aussi bien du Nord, qui pourraient se dire que c'est finalement pas une si mauvaise chose, que des pays du Sud, et quand je dis du Sud, des pays dans lesquels les zones désertiques sont importantes. Donc ce n'est pas ça qui pèse dans cette appréciation. Il faut, je crois, retenir qu'il y a encore du travail à faire pour faire comprendre combien les conséquences du réchauffement climatique sont importantes. Maintenant, en termes de comportement, et c'est fondamental, que voyons-nous au niveau des citoyens ? Ils sont tiraillés. Ils sont tiraillés entre la nécessité reconnue, admise, majoritaire de modifier ces modes de vie, même si 29% s'en remet aux progrès techniques et aux innovations, et la capacité à le faire. Et c'est pour ça que c'est très important et que ce dispositif est très important, parce que quand on interroge maintenant les populations sur leurs gestes effectifs, sur leur comportement effectif, eh bien on mesure qu'en réalité, ils le font sur des choses qui sont importantes, comme par exemple trier ses déchets, mais qui ne sont pas directement corrélées au réchauffement climatique. Et finalement, vous le voyez, sur la question des déplacements, du recours à sa voiture plutôt que les transports en commun, eh bien, il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup d'efforts à mener, et cela provient en partie d'une mauvaise compréhension des mécanismes du réchauffement climatique. C'est en tous les cas tout particulièrement vrai en France, où on trie beaucoup, c'est très bien, mais on a un attachement à la voiture et une difficulté à utiliser les transports en commun qui est plus forte que dans la moyenne mondiale. Or, ce sont véritablement des comportements qui permettraient d'améliorer les choses, et ce n'est pas toujours là où on agit le plus. Donc c'est très important. L'autre élément fondamental et qu'apporte l'Observatoire, c'est l'importance également de l'information. Quand on sait véritablement ce qu'il faut faire pour lutter contre le changement climatique, quand on se sent bien informé, et c'est le cas de 70% de la population, mais de 22% seulement qui nous disent oui tout à fait, eh bien parmi ces oui tout à fait, plus vous savez ce qu'il faut faire,
et plus vous avez tendance à faire de manière beaucoup plus fréquente les gestes que je viens de présenter dans la slide précédente. Il y a donc un lien direct et fondamental entre la connaissance et la propension à agir efficacement. Enfin, les attentes des citoyens vis-à-vis de ceux qui peuvent agir aussi et de leur gouvernement, vous le voyez ici, sont très fortes. C'est une incitation forte qui est envoyée en direction des gouvernants, puisque la population considère massivement que le gouvernement doit agir dans chaque pays, 69%, et qu'il agit réellement 50% seulement. Donc il y a un décalage, un différentiel entre l'injonction d'action et la façon dont elle est perçue. Malgré tout, déjà, un individu sur deux qui se dit « mon gouvernement agit », ce n'est pas si mal, mais le delta reste encore important. Les citoyens consommateurs se jugent comme étant des acteurs essentiels et qui font à peu près, j'ai envie de dire, le job. En revanche, sur les entreprises, vous le voyez, on en attend moins et on juge qu'elles se comportent plutôt bien. Sur les autres catégories, on retrouve des niveaux qui sont plutôt des niveaux satisfaisants entre ce qu'on juge qu'elles doivent faire et ce qu'on juge, ce que l'on perçoit qu'elles font réellement. Donc une injonction à l'égard des gouvernements qui est forte, et puis également des mesures qui pourraient être mises en place, mais là encore qui ne sont pas toujours bien acceptées, notamment dès qu'on parle d'incitation avec des taxes ou qu'on parle de renoncement à la mobilité. Vous le voyez ici, par exemple, limiter l'accès des centres-villes ou instaurer une taxe sur les billets d'avion sont des choses qui pèsent négativement pour à peu près la moitié de la population. En revanche, quand il s'agit de développer les énergies renouvelables, tout le monde semble beaucoup plus d'accord. Alors, il est clair que l'arbitrage des gouvernants aussi, aux yeux des populations, est davantage perçu comme donnant la priorité à la croissance économique. À tort ou à raison, les populations pensent que ce sera ce que feront beaucoup plus les gouvernements que de donner la priorité à l'environnement. Donc cela joue aussi sur l'injonction. Et c'est cela qui permet, dans cet observatoire, de conclure en soulignant, je crois, deux choses importantes. La préoccupation environnementale demeure à un niveau élevé. Le changement climatique est de plus en plus perçu, mais 32%, je reviens sur ce chiffre, continuent à nier l'idée d'un réchauffement climatique d'origine humaine. Et la connaissance des mécanismes est directement corrélée au bon comportement à avoir. Et là, il y a encore un écart entre savoir et agir véritablement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Teinturier, pour ces chiffres qui sont fascinants. Et je souhaiterais que vous nous rejoigniez, si vous le voulez bien, parce que vous nous avez assez clairement exposé les résultats. Il nous faut maintenant en comprendre les causes et d'ailleurs les implications et les conséquences. Vous allez donc continuer à nous éclairer sur les positions du grand public. Et vous, Monsieur Perra, vous pourrez nous expliquer en quoi ces résultats peuvent influer sur la stratégie et les priorités des grandes entreprises. Mais comme vous le disiez à l'instant, Monsieur Teinturier, il est important d'être bien informé. Et il nous semble impératif là de prendre un peu de recul et d'avoir un éclairage scientifique qui est indispensable sur ces questions. Nous avons donc l'honneur d'avoir avec nous ce matin l'une des plus grandes spécialistes mondiales de la lutte contre le changement climatique. Elle est chercheuse en sciences du climat, médaille d'argent du CNRS et depuis 2015 co-présidente du groupe numéro 1 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat que vous connaissez sous le nom du GIEC. Merci d'accueillir celle qui est avec nous en duplex, Madame Valérie Masson-Delmotte. Oui, bonjour. Bonjour Madame Masson-Delmotte, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous avez entendu comme nous les résultats extrêmement intéressants de cette seconde vague, si vous me permettez l'expression, de l'enquête. Et revenons sur l'un des enseignements très forts. C'est 32% de la population mondiale qui pense encore que le changement climatique n'existe pas ou n'est pas dû à des causes humaines. Vous êtes vous-même en pointe de la lutte contre les climato-sceptiques. Vous avez écrit un livre notamment qui s'appelle « Climat, le vrai et le faux ». On ne peut pas faire plus clair. Comment est-ce que vous interprétez ces 32%? C'est de l'ignorance, du doute, du trumpisme ou peut-être même un refus de croire en la science? Je pense qu'il y a un défaut d'accès aux connaissances scientifiques pour la plupart des personnes. La question des causes du changement climatique, des mécanismes, est encore un parent pauvre dans tous les programmes d'éducation, de formation.
Par ailleurs, on a aussi dans certains pays qui ont les scores les plus élevés de doute dans votre enquête, des campagnes de désinformation liées à des intérêts privés très dépendants des énergies fossiles. Et je rappelle l'état des lieux scientifique. Il est certain que les activités humaines perturbent la composition de l'atmosphère par le rejet de gaz à effet de serre. Il est certain que l'ajout de gaz à effet de serre dans l'atmosphère piège de la chaleur. La meilleure estimation aujourd'hui de la cause du degré de réchauffement à la surface terrestre, c'est que c'est à 100% dû aux conséquences des activités humaines, et avec un réchauffement au-dessus des continents, une accumulation de chaleur dans l'océan, et qu'il n'est pas possible de revenir en arrière. Donc il y a des enjeux, je pense, extrêmement importants de donner accès à l'information scientifique à tous. Et vous disiez par exemple tout à l'heure, les Français ont un mode de vie plutôt vertueux, mais il faut aussi donner cette information sur l'impact du mode de vie que nous avons. Chaque Français, c'est aujourd'hui, par son mode de vie, environ 11 tonnes de dioxyde de carbone équivalent, tout gaz à effet de serre, en termes d'empreinte, qui prend en compte ce qu'on fait en France et ce qu'on importe d'autres pays. Ça a beaucoup de mal à baisser et on manque d'espace pour donner accès à cette information à chacun, par les médias, par l'éducation, par la formation, dans le cadre des entreprises. C'est vraiment très frappant. Nous sommes en 2020 et il est donc encore important de rappeler que le changement climatique est réel et qu'il est dû aux activités humaines. Monsieur Perra, comment vous comprenez ce chiffre-là? Madame Masson-Delmotte vient de nous parler des modes de vie. Nous savons que nous participons à ce réchauffement climatique. Ces 32%-là, à votre avis, ils refusent tout simplement de le voir? Oui, je reprendrai les mêmes mots que Valérie Masson-Delmotte. Il y a peut-être sans doute de la désinformation dans certains pays, les chiffres parlent d'eux-mêmes, Brice Teinturier les rappelait bien, de la crainte peut-être du changement aussi. Changer son mode de vie, ce n'est pas si évident et je crois qu'une entreprise comme EDF, qui est un énergéticien, doit accompagner d'une certaine manière la prise de conscience que le changement est possible. Le changement n'est pas forcément douloureux, c'est une prise de conscience. Il faut qu'il y ait de l'offre pour accompagner ce changement. Et c'est exactement ce qu'essaye de faire EDF dans son action. C'est aussi illustrer ce que nous faisons. Nous ouvrons nos centres de production électrique à la population. Ça a d'ailleurs un grand succès. On reçoit 400 000 personnes tous les ans sur une de nos installations de production électrique. C'est l'occasion d'exprimer ce que nous faisons, comment nous participons à la production d'énergie qui elle-même peut parfois générer des émissions de CO2 et comment nous essayons de réduire ces émissions de CO2. Et puis nous engageons aussi nos salariés, c'est important, nous avons 165 000 personnes chez EDF, nous les formons aux questions du climat par un jeu qui s'appelle la fresque du climat qui permet de prendre conscience des corrélations entre des actions et les émissions de carbone et de les corriger. Et puis nous les sensibilisons aussi à l'empreinte carbone de chacun. Les 11 tonnes dont parlait Madame Masson-Delmotte, eh bien, il faut en prendre conscience et donner des options pour les réduire. Vous parlez de prendre conscience de cette boucle, en fait, d'effets et de conséquences, et donc du lien entre notre mode de vie et le réchauffement climatique. Celles et ceux qui peuvent le mieux nous l'expliquer, ce sont les scientifiques, Madame Masson-Delmotte, et pourtant, pardonnez-moi une question que je ne veux pas impertinente, mais qui me semble importante. La crise sanitaire que nous traversons actuellement a fait voir un paysage scientifique parfois fracturé, en tout cas des débats extrêmement vifs, médiatiques. Et donc on peut parfois douter de cette parole scientifique. Dans une autre étude menée par Ipsos et qui était fascinante, on a vu d'ailleurs que la crédibilité des scientifiques diminuait de presque 19 points. Je parle sous votre contrôle. Vous êtes encore crédible pour nous en parler ? Je pense que la crédibilité des scientifiques, elle tient à la transparence, elle tient à une communication claire sur les éléments de connaissance, pas l'avis d'une personne, mais vraiment une communication sur les éléments scientifiques. Et on a vu en fait cette année avec une maladie nouvelle, les balbutiements finalement de la production de connaissances, parfois des intuitions qui se sont révélées fausses quand on a eu des études rigoureuses, objectives. Sur la partie climat, le travail des scientifiques, il a démarré depuis longtemps. Les premiers éléments de connaissance vis-à-vis du changement climatique datent des années 70.
Et on a mis en place ce groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, justement pas pour prendre de la distance par rapport à la production de connaissances et collectivement évaluer ce qui est robuste, ce qui résiste à l'examen critique, une forme de vérité scientifique à un moment donné, ce qui est émergent, qui a besoin d'être confirmé. Pourquoi est-ce que sur certains aspects, il y a des controverses scientifiques? Parce que nos connaissances sont imparfaites ou parfois propres à un contexte particulier, et aussi où sont les limites de ces connaissances. Et je pense que pour beaucoup de sujets, on a besoin d'approches de ce type-là qui permettent pour chaque point clé d'avoir un degré de confiance et de sorte que l'information scientifique ne soit pas l'expression de l'opinion d'un individu, mais le résultat d'un travail collectif. Je suis en train de superviser le prochain rapport sur l'état du climat pour l'été prochain. C'est 230 chercheurs de 60 pays différents. C'est des milliers de relecteurs qui permettent d'avoir justement une évaluation rigoureuse et objective. Et ensuite, on a besoin de votre aide à tous pour que ce travail collectif soit partagé, soit enseigné, soit mis à disposition de chacun. Et dans ce rapport que nous préparons, nous aurons un atlas interactif qui permettra à chacun finalement de s'approprier les éléments vis-à-vis de l'évolution récente du climat, mais aussi des conséquences à venir en fonction de nos choix dans chaque région du monde. Et le fait de mettre à disposition cette information scientifique est bien sûr indispensable. Monsieur Teinturier, vous avez l'habitude de mesurer cette confiance et donc cette défiance également. La démarche que vient de nous expliquer Madame Masson-Delmotte, elle fonctionne auprès du public ? Oui, elle fonctionne quand même de manière importante, il faut le rappeler. Les scientifiques, c'est vrai, dans la controverse qu'il y a eu entre scientifiques sur la Covid-19, ont perdu un peu en crédibilité. Mais il reste à un niveau qui est quand même très élevé de crédibilité. On fait d'abord confiance aux scientifiques, beaucoup plus qu'à toutes les autres catégories. Et cette question du consensus, elle est importante. La science, elle progresse en réalité par le dissensus, mais l'opinion, elle, est inquiète quand elle voit des scientifiques qui tiennent des positions différentes sur un sujet inquiétant comme la Covid-19 ou même sur le réchauffement climatique. La différence sur le réchauffement climatique, c'est qu'il y a maintenant, depuis longtemps, vous venez de le rappeler, madame, et de plus en plus, un consensus pour bien dire que l'activité humaine est à l'origine de ce réchauffement climatique. Donc je pense que les choses ne seront pas comme pour la Covid-19. Et puis, ce qui est très important et qu'on a vu dans l'Observatoire, c'est que véritablement, en faisant mieux comprendre les mécanismes de réchauffement du climat, on obtient des comportements qui sont plus vertueux. Donc l'information ne suffit pas à 100%, hélas, mais l'information est déterminante et elle reste un moyen particulièrement efficace pour améliorer nos comportements. Il y a un autre acteur qui est évidemment très concerné par cette question de confiance et parfois de défiance, ce sont les entreprises, et on l'a bien vu dans l'enquête. Monsieur Perra, parfois le doute plane quand même sur le réel engagement de ces entreprises, surtout lorsqu'ils affichent des ambitions aussi fortes que le fait notamment le groupe EDF. Lorsque vous placez la neutralité carbone au centre même de votre raison d'être, est-ce que ce n'est pas tout simplement du greenwashing ? Alors c'est vraiment tout sauf du greenwashing. Et si c'est du greenwashing, c'est qu'on a vraiment échoué dans la manière dont on présente les choses. Notre raison d'être, elle est ambitieuse, elle met un objectif, que l'on pense atteindre, que l'on sait atteindre et que l'on se donne les moyens d'atteindre dès aujourd'hui. D'abord, elle est basée sur des faits. Aujourd'hui, notre mix électrique chez EDF est un des mix les plus bas au monde. Nous émettons 55 grammes de CO2 pour chaque kilowattheure que nous produisons. C'est beaucoup plus bas que toute la moyenne mondiale. Deuxièmement, nous donnons des objectifs qui ne sont pas à trop long terme. Nous visons la neutralité carbone en 2050, mais avec des points de passage dès 2030 et que nous mesurons année après année. Et ça, c'est un point très important parce que ça nous permet de mesurer notre action. Nous prenons des engagements internationaux. Et puis, j'allais dire, le plus important, c'est que nous fondons tout cela dans notre action stratégique qui commence aujourd'hui. La stratégie d'EDF, tout le monde la connaît dans l'entreprise, elle est partagée, elle s'appelle CAP 2030. Nous la partageons avec l'extérieur. Et cette stratégie, eh bien, elle engage des chantiers qui, dès aujourd'hui, nous conduisent sur la voie de la neutralité carbone. Par exemple, en développant une offre de pompes à chaleur qui permettent à nos clients de se passer des fossiles dans leur quotidien et d'adopter l'électricité, qui, pour peu qu'elle soit décarbonée, est une bonne source pour atteindre la neutralité carbone.
c'est aussi une offre de mobilité électrique, par exemple. Donc, voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut dès aujourd'hui donner des preuves de la réalité de cet engagement. Le discours ne suffit pas, au contraire, il peut être délétère dans l'action de l'entreprise au quotidien s'il n'est pas suivi d'action. Madame Masson-Delmotte, l'un des enseignements également de cette enquête, c'est cette intéressante manière dont le public perçoit le changement climatique, et on l'a bien vu, il est perçu de manière extrêmement majoritaire comme quelque chose d'extrêmement dangereux. Et il faut dire que les récits que l'on entend ressemblent plus à Apocalypse Now qu'à La petite maison dans la prairie, on l'entend bien. Très rapidement, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions des internautes qui nous viennent, est-ce que c'est une bonne représentation, selon vous, ce réel danger et j'allais même dire plutôt ce récit catastrophique de la transition ? Alors, de mon point de vue de scientifique, pas nécessairement, parce que souvent la peur, elle conduit aussi à se protéger et au déni. Donc, au-delà de l'imaginaire, je veux rappeler en fait ce que sont les caractéristiques d'un climat qui change. Et ce qui est frappant dans l'enquête, c'est qu'on voit plutôt ressortir les effets aigus, c'est-à-dire l'intensification des vagues de chaleur, l'intensification des sécheresses, l'intensification des pluies torrentielles. On voit moins ressortir les effets chroniques. Le recul de l'enneigement en moyenne montagne, le recul des glaciers, l'augmentation graduelle de la température qui a des effets aussi sur les espèces vivantes et la montée du niveau des mers avec ses conséquences extrêmement importantes pour les littoraux partout dans le monde. Donc on voit que les représentations sont partielles. Je pense que ça reflète aussi un manque de connaissances sur finalement les multiples facettes à la fois chroniques et aiguës du changement climatique. Pour ceux qui nous écoutent et qui s'y intéressent pour le territoire français, vous pouvez par exemple aller sur le site internet de Météo France. Il y a une application très bien faite qui s'appelle Climat HD et qui permet de naviguer région par région sur la réalité observée du changement climatique dans chaque région, en métropole et dans les outre-mer, et aussi de voyager sur les évolutions futures qui vont dépendre de nos choix en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et je veux terminer sur ce point. Ce qui est aussi important de bien comprendre, c'est les leviers d'action dont on dispose. Donc, l'évolution future du climat va dépendre de nos choix partout dans le monde en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a une importance particulière des émissions de dioxyde de carbone parce qu'il y a un effet cumulatif. Donc, tant que les émissions mondiales de dioxyde de carbone ne sont pas à zéro net, le climat continuera à dériver avec des conséquences graduelles et sur les extrêmes. Mais on a beaucoup de leviers d'action, à la fois pour agir sur ces émissions de gaz à effet de serre, on l'a entendu à l'instant, et on a aussi des leviers d'action pour en limiter les conséquences en agissant sur les expositions, les vulnérabilités. Et ce qui est très important, c'est d'être très lucide sur ce qui nous attend, de sorte à pouvoir s'y préparer. La pandémie actuelle a montré à quel point la préparation, la gestion de risque par anticipation est extrêmement importante. Et ça a aussi montré que quand on agit collectivement, on peut limiter les conséquences. Entre le début d'une vague qui arrive pour la pandémie, les actions qu'on met en place et le fait de limiter sa propagation, c'est quelques semaines. Pour le climat, c'est 20 à 30 ans. Et c'est ça qui est important à bien comprendre, de sorte à agir pour protéger les jeunes générations d'aujourd'hui. Alors, parlons justement d'action et parlons également de ces jeunes générations. Monsieur Teinturier, vous nous exposiez tout à l'heure que si la population a bien conscience des risques, il est difficile parfois d'agir en conséquence et de modifier au fond nos modes de vie. Je rebondis sur ce que vient de dire Madame Masson-Delmotte quand elle parlait des jeunes. On a vu les jeunes très en pointe sur les engagements contre le dérèglement climatique. Ils ont organisé des marches, ils ont organisé des pétitions. On les sent très impliqués. Est-ce que cette difficulté à passer à l'action, elle se retrouve aussi dans cette catégorie d'âge ? Oui, et je crois qu'on a une vision un peu déformée de la réalité de la jeunesse dans le monde et de son engagement sur l'environnement. Globalement, ce qu'on voit dans l'Observatoire et qui est tout à fait fascinant, c'est que les jeunes se considèrent comme un peu plus informés et bien informés que les aînés. Ce qui est important, encore une fois, pour qu'il y ait une bonne propension à agir, et ce que Mme Masson-Delmotte a souligné et qui est décisif, c'est qu'il faut bien donner le sentiment qu'on peut faire des choses, évidemment qu'on a prise par nos comportements sur les choses. Donc là-dessus, les jeunes, pas de souci. Ils sont également plus mobilisés, mais sur une mobilisation de type interpellative. Donc ils signent des pétitions, ils boycottent certains produits, ils appellent les gouvernements, ils manifestent un peu plus que le reste de la population. C'est pour ça qu'on se dit que la jeunesse est très mobilisée parce qu'il y a une visibilité de ce type d'action. En revanche, quand on est sur les comportements,
honnêtement, ils n'agissent pas de manière plus vertueuse que le reste de la population, parfois même moins, pour des raisons qui peuvent être des raisons économiques. Il faut toujours penser que pour les jeunes, il y a une question de pouvoir d'achat qui est aussi présente. On a moins de pouvoir d'achat que quand on est un actif un peu plus âgé ou un senior souvent. Donc ils ont plus de mal à transformer leur prise de conscience et leur mode de contestation interpellatif en actions concrètes et efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique. Et ça, je crois que c'est un point important. Ne nous imaginons pas qu'il y aurait deux populations dans la planète, des actifs et des seniors qui agiraient peu et des jeunes qui seraient très dans la prise de conscience et très dans l'action. Les choses sont plus complexes que ça et le passage à l'acte, il est très difficile aussi pour les jeunes. Il ne suffit pas de boycotter ou de manifester pour agir efficacement contre le réchauffement climatique. À vous entendre, il me revient cette citation de Jean-Yann qui disait « Tout le monde veut sauver le monde, mais il n'y a jamais personne pour descendre la poubelle ». Restons sur les jeunes, restons sur l'action. Monsieur Perra, lorsque les jeunes rejoignent EDF, est-ce qu'ils ont le sentiment, est-ce qu'ils le font aussi pour s'engager pour la planète ? Alors d'abord, ce qu'on note, nous, en tant qu'employeurs, c'est que les jeunes, aujourd'hui, choisissent l'entreprise dans laquelle ils veulent travailler. Et c'est donc un vrai choix mutuel entre un jeune et une entreprise, in fine. Et on voit cette action revendicative de la génération qui sort des études pour demander des preuves à l'entreprise. Là, encore une fois, vous avez un discours, montrez-moi les preuves. Sinon, je ne viens pas travailler chez vous. Alors, il y a beaucoup de mouvements qui fleurissent. Le manifeste pour le réveil écologique en France, par exemple, est un de ces mouvements. C'est absolument clé pour l'entreprise de rester un premier choix pour ces jeunes. EDF se classe sur le podium des entreprises préférées. C'est une très bonne nouvelle, mais c'est quelque chose qui doit s'entretenir, encore une fois, par la démonstration. Et puis on a aussi les jeunes dans l'entreprise qui continuent, une fois qu'ils sont embauchés, finalement, à transformer l'entreprise de l'intérieur. Et nous misons sur cette génération aussi. On a chez EDF lancé un projet qu'on appelle le projet Y, par référence à cette génération Y. Et quand on leur demande qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse dans l'entreprise pour rester à la pointe du combat et en tant qu'entreprise, ils nous disent par exemple, commençons collectivement par revoir la manière dont on consomme du numérique. Voilà. Alors on demande à des jeunes, aidez-nous à nous transformer par le numérique, et ils nous disent, revoyons la manière dont on utilise le numérique, car le numérique émet beaucoup de CO2, et donc commençons par là. C'est un point, je trouve, très illustratif. Nous venons d'entendre, Monsieur Teinturier, qu'il y a au fond un peu plus de complexité dans la manière dont se répartissent les rôles et les actions dans les classes d'âge. Maintenant, je voudrais que nous reparlions un peu peut-être des disparités géographiques. L'une des spécificités de cette étude, c'est son immense ampleur globale. Est-ce que vous pouvez nous dire si les préoccupations divergent très très grandement entre zones géographiques et peut-être un peu pourquoi ? Oui, il y a quand même de grandes différences par pays. Vous avez raison de le souligner. L'intérêt de l'observatoire, c'est cette granularité, c'est cette capacité à avoir des résultats globaux, mais ensuite à les regarder pays par pays. Donc il y a d'abord des pays qui sont, je les ai signalés, plus préoccupés par la situation environnementale, qui se répartissent un peu partout sur la planète. Ça concerne aussi bien la Chine et l'Inde que des pays européens ou encore des pays d'Amérique latine qui sont très sensibles à cette question-là. Mais vous avez des préoccupations qui varient considérablement. La question, par exemple, de la corruption, qui nous est assez lointaine en Europe, elle est très forte dans certains pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine. La question de la violence, de la délinquance, même chose. Donc en réalité, plus on descend de manière granulaire dans les pays, et plus on se rend compte que chaque nation a sa problématique propre, même si le sujet environnemental tend à progresser partout. Ça, c'est un point qui est quand même décisif. Cette prise de conscience, elle progresse partout. Alors après, il y a la question de la capacité à agir, tant des gouvernants que des populations, ce qu'on a abordé, et de la capacité à donner des preuves. Et je vous rejoins tout à fait sur ce désir qu'on voit dans toute la planète, auprès des jeunes tout particulièrement, et pas que des jeunes. Si on veut être crédible, il faut donner des preuves.
Et d'ailleurs, une des difficultés des scientifiques sur ce type de débat, c'est qu'en France, par exemple, vous avez plus des 2/3 des Français qui vous disent qu'ils ne savent pas si un expert, quand il s'exprime dans les médias, est compétent ou pas. Donc il faut donner des preuves de sa compétence. Et cette question des preuves, elle rejoint la question des préoccupations. À chaque fois qu'on a une hiérarchie de préoccupations, il faut ensuite être capable d'alimenter en preuve d'action la capacité de tous, mais des gouvernants comme souvent en premier, à agir et à montrer qu'on agit efficacement avec des preuves concrètes. Alors, nous avons la chance d'avoir une experte dont la preuve de l'expertise n'est plus à démontrer. Donc, Madame Masson-Delmotte, je me retourne vers vous. Nous sommes toujours dans ce volet action. Que pouvons-nous faire ? Et instinctivement, nous pensons qu'agir contre le dérèglement climatique, c'est forcément en limiter les effets. C'est un pan des actions possibles, mais vous nous parliez tout à l'heure de la capacité à nous adapter, qui est un discours qu'au fond, on entend peu en France, la manière dont il faut peut-être revoir nos implantations, construire des digues, déménager parfois. Est-ce que c'est parce que parler de cette adaptation, c'est déjà au fond s'avouer qu'on a un peu perdu ? Alors d'abord, en fait, pour moi, les preuves d'expertise scientifique, elles tiennent aux publications spécialisées sur la thématique en question. C'est un point que je voulais souligner. Par ailleurs, donc, sur la question de l'adaptation, vous avez tout à fait raison de souligner à quel point on peine à déployer des stratégies par anticipation, pour se préparer à faire face aux conséquences inéluctables et donc limiter les risques d'impact d'un climat qui va continuer à changer sur les prochaines décennies et d'un niveau des mers qui va continuer à monter sur des échelles de temps de siècles à milliers d'années. Alors bien sûr, agir sur les émissions de gaz à effet de serre, ça peut permettre de stabiliser le réchauffement dans quelques décennies, mais c'est aussi important d'anticiper et d'analyser en quoi est-ce qu'on est vulnérable, en quoi est-ce qu'on est exposé aux conséquences du changement climatique. Beaucoup d'études scientifiques montrent que quand c'est fait à l'échelle d'une région, d'une ville, d'une communauté, cette prise de conscience des liens finalement entre l'évolution du climat et ce qui est important pour nous, notre sécurité alimentaire, notre sécurité en eau, la préservation des écosystèmes, la sécurité des lieux de vie, c'est aussi un facteur formidable de mobilisation pour agir. Ça crée aussi le fait de vivre avec le climat qui change comme une identité d'une communauté humaine. Je précise également que la question de l'adaptation, elle est liée à la question des limites. On n'a pas une capacité d'adaptation infinie. Les capacités d'adaptation dépendent aussi des revenus, des ressources financières, des compétences qui existent. Elles sont inégalement réparties dans le monde. Certains écosystèmes sont fragiles, comme les récifs de coraux tropicaux. Quand les vagues de chaleur marine se répètent fréquemment, ils sont dégradés et leur capacité en fait à subsister diminue fortement. Cela fait partie des enjeux parmi les plus aigus par rapport aux écosystèmes. Et donc la question de l'adaptation, c'est regarder l'exposition. En France, 2/3 des Français vivent dans des endroits directement exposés aux aléas climatiques. Le changement climatique, si on n'anticipe pas, il risque d'exacerber les inégalités sociales ou les inégalités territoriales. Donc le fait de prendre en compte les connaissances scientifiques sur les évolutions à venir, de les rendre disponibles, d'en tenir compte dans la gestion de risques, pour chercher des adaptations pour les espèces cultivées, pour les animaux d'élevage, pour créer des îlots de fraîcheur ou mieux stocker l'eau autour des villes, de sorte à limiter les effets d'îlots de chaleur pour les canicules. Le fait d'anticiper pour la gestion de l'eau, le fait d'anticiper pour les forêts, parce que l'échelle de temps du climat, c'est celle des forêts. Le fait d'anticiper dans le secteur de l'énergie, pour le tourisme, pour évaluer la résilience des chaînes d'approvisionnement dans le secteur des entreprises, tout cela est extrêmement important, de sorte à construire une résilience. Et la pandémie actuelle a mis vraiment en avant cette question de résilience, d'avoir un développement qui permet de construire une prospérité, qui permet de construire une sécurité devant tout type de choc et de crise. Et la question du changement climatique, on peut aussi la voir comme un enjeu pour renforcer cette résilience en anticipant partout et dans tous les secteurs d'activité. Anticiper, c'est souvent le rôle des gouvernements, et on l'a bien vu d'ailleurs dans l'enquête. Les sondés mettent énormément d'attentes dans l'action des pouvoirs publics, attentes qui, d'ailleurs, on l'a vu aussi, est souvent déçue. Est-ce que cette attente et cette déception est la même partout dans le monde ?
Non, là encore, elle n'est pas la même partout dans le monde. 48% dans le monde des personnes interrogées considèrent que les pouvoirs publics ont mis en œuvre un certain nombre d'actions pour lutter, des digues, des choses comme ça, pour lutter contre les effets du réchauffement climatique. Et 37% nous disent, ça c'est au global toujours, que les pouvoirs publics, les gouvernants, n'ont pas agi. Ensuite, quand vous regardez de plus près, vous apercevez que, par exemple en Italie, vous êtes à 67% d'Italiens qui considèrent que leur gouvernement n'a pas agi, n'a pas mis en œuvre des mesures préventives de ce type. C'est également plus élevé que la moyenne globale en Espagne, en France, où là on passe la barre des 50% des populations locales qui considèrent que leurs gouvernants n'ont pas agi. Donc il y a des disparités par pays qui sont notables, même si globalement je trouve que le chiffre de 48% ils ont agi, 37% ils n'ont rien fait, est quand même plutôt pas mauvais pour des gouvernants dans des opinions publiques qui souvent sont très critiques et, vous l'avez rappelé, très exigeantes. Monsieur Perra, grâce à EDF, qui est présent dans énormément de ces pays, vous avez vous aussi une forme d'observatoire assez spécifique. Est-ce que vos partenaires, et j'allais dire vos partenaires publics, vous font sentir qu'il émerge quand même un vrai consensus politique autour de ces questions ? Alors, je le vois, je le lis comme vous, d'abord dans les médias, hein, quand on voit des grands pays s'engager, annoncer la neutralité carbone à l'horizon 2050, 2060 pour la Chine, 2050 pour bien des pays, en particulier l'Europe, et demain, on espère, les États-Unis, hein, ça va prendre le bon chemin. Évidemment, c'est quelque chose que l'on regarde de près, puisque derrière, il y a des moyens. Annoncer un objectif, c'est une bonne chose, mais prendre la bonne trajectoire grâce au bon mix de production d'énergie, c'est évidemment l'essentiel. Et donc nous qui sommes capables de fournir un mix électrique décarboné, aujourd'hui décarboné à 90% en France, en Angleterre on est aussi un grand acteur, et puis de plus en plus de pays, eh bien c'est évidemment un point très important. Je dirais aussi qu'on se focalise beaucoup sur la production d'électricité, mais il y a aussi les usages au quotidien. Une vraie politique énergétique, c'est une politique qui s'engage sur les usages au quotidien des Français, dans leur mobilité, ou dans le monde entier, hein, dans leur mobilité, dans la manière dont ils se logent, dans la manière dont ils consomment. Et EDF, comme beaucoup d'entreprises, a un rôle à jouer aussi dans ces usages au quotidien. Alors il y a une difficulté pour les responsables politiques et les pouvoirs publics. Et c'est François, d'ailleurs, qui nous pose cette question et qui réagit là-dessus, qui dit la difficulté, c'est souvent la réaction des électeurs. Et effectivement, on voit bien quand même qu'il est difficile pour certains d'agir. Et vous nous le rappeliez, certaines mesures, lorsqu'elles sont trop vécues comme des contraintes, eh bien, elles sont refusées. En France, on en a eu un exemple extrêmement vivace, encore très récemment. Madame Masson-Delmotte, je me tourne vers vous parce que vous êtes également membre du Haut Conseil, pour le climat, qui a pour mission de conseiller le gouvernement français dans ses actions vers la neutralité carbone. D'après vous, comment est-ce que les pouvoirs publics peuvent comme ça convaincre un peu les réticents ? Alors moi je dirais, je vais reprendre un peu de distance et sur ces enjeux majeurs d'action dans toutes les dimensions, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre ou l'adaptation, on a besoin de solutions. Les solutions, c'est de l'innovation technologique, on le sait, de l'innovation sociale, une innovation abordable pour tous, frugale aussi, des solutions fondées sur la nature, pas seulement des digues, mais aussi restaurer des écosystèmes côtiers, par exemple sur le littoral. Et là où on a un enjeu fondamental, c'est en matière de gouvernance. Comment agir sur les systèmes de production ? Comment agir sur la demande ? Parce qu'on a aussi besoin de maîtriser la demande en énergie, en matériaux, la demande alimentaire, si on veut réussir à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, préserver la sécurité alimentaire. Et le Haut Conseil pour le climat a développé une réflexion dans son dernier rapport de l'été dernier sur finalement les éléments d'une transition juste. Alors il y a des éléments éthiques, des transitions qui respectent les droits humains, la biodiversité. Et puis il y a les dimensions de transition équitable et juste et perçue comme juste. Et il y a un enjeu de justice économique, donc faire payer les coûts de pollution, compenser pour les dommages. Il y a un enjeu de justice sociale, prendre en compte les inégalités de revenus, les inégalités territoriales, les inégalités croisées. Et puis enfin, il y a un enjeu aussi de justice démocratique, le fait de vouloir que chacun puisse participer aux prises de décision. C'est un vrai défi en matière de gouvernance. Il y a besoin de mener les choses autrement. Il y a besoin que les citoyens soient impliqués. Et
et la perception que les politiques publiques finalement soient justes par rapport aux capacités d'action et par rapport aux enjeux de pouvoir d'achat de tout un chacun. Ça ressortait aussi dans le questionnaire que nous avions fait dans le cadre du Haut Conseil pour le climat l'été dernier. C'est tout à fait cohérent. Monsieur Perra, nous avons une question de Marianne qui demande si vous-même, EDF, en tant que fournisseur d'énergie et donc de services, vous accompagnez vos clients dans la diminution de leur consommation. Et elle y ajoute d'ailleurs, c'est quoi votre intérêt? C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, ce n'est pas un peu contradictoire? Alors, ce n'est pas contradictoire, je vais vous expliquer dans une seconde pourquoi, mais évidemment, on accompagne nos clients vers consommer moins, c'est aussi souvent consommer mieux, et ce n'est pas qu'un slogan. On guide les clients vers une moindre consommation pour chacun de leurs usages électriques. Notre objectif n'est pas de leur vendre plus d'électricité, plus de chauffage, par exemple, etc. Notre objectif, en revanche, c'est de les accompagner dans un chemin qui va les mener vers leur propre neutralité carbone. Et pour cela, et ça répond à la question de Marianne, est-ce qu'il n'y a pas de contradiction? Non, il n'y a pas de contradiction parce qu'on sait très bien qu'il y aura moins de consommation électrique pour chacun des usages, mais plus de consommation électrique dans le quotidien. Tout simplement parce que l'électricité est appelée à chasser les fossiles, chasser le pétrole, chasser le gaz. Il suffit de regarder ce qui va se passer dans la voiture. Aujourd'hui, toutes ces voitures qui fonctionnent au pétrole, demain, fonctionneront à l'électricité. C'est plus d'électricité. Donc, on n'est pas tiraillé de ce point de vue. En revanche, ça nous donne vraiment carte blanche pour accompagner nos clients vers cette évolution. Madame Masson-Delmotte, j'ai le temps de vous poser une dernière question. C'est la question de Jean-François et elle pose une dimension très importante, y compris dans cette étude qui est internationale. Il nous demande pourquoi inciter les Français à réduire leurs émissions de CO2 alors qu'elles sont déjà très basses et que leur impact est négligeable lorsque l'on sait que la plus grande centrale à charbon allemande émet plus que tout le trafic aérien en France. Il ajoute, mais il y a un smiley à la fin, donc c'est pas complètement méchant, il ajoute, les climatologues le savent bien puisque ce sont eux qui voyagent le plus en avion. Alors, je voulais préciser que, effectivement, chacun doit agir à mesure de ses capacités et de ses contraintes. Et un collectif de scientifiques qui s'appelle Labo 1.5 a développé des méthodes pour faire des bilans carbone dans nos cadres professionnels, de la recherche académique, dans les centres de recherche, dans les universités, mettre en place des ambitions, des stratégies d'action qui soient aussi discutées, de sorte à pouvoir assurer, par exemple, des missions de campagne en mer, d'observation polaire, de lancement de satellites, de supercalculateurs, tout en contribuant dans nos métiers également à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et vous voyez que dans le contexte de la pandémie, le développement, par exemple, du télétravail, beaucoup plus accepté, facilité, même pour des colloques internationaux, finalement rend la possibilité aujourd'hui qui n'existait pas hier d'échanger des connaissances et d'avancer collectivement sans forcément prendre l'avion. Et enfin, la dernière question qui était pourquoi agir? Je le disais tout à l'heure, un Français sur son mode de vie, c'est 11 tonnes de CO2 équivalent par an. Cette empreinte qui prend en compte aussi le bilan exportation-importation ne baisse pas. Donc nous avons chacun une responsabilité, nous avons des capacités à agir et nous pouvons aussi gagner des choses. Nous pouvons manger mieux pour vivre longtemps et en bonne santé. Nous pouvons décarboner les transports au bénéfice de la qualité de l'air et également de la santé. Nous pouvons améliorer l'efficacité énergétique des logements, décarboner le chauffage des logements au bénéfice aussi des factures et de notre indépendance par rapport aux importations d'énergie fossile. Et peut-être le point le plus important, c'est de ne pas voir la question de l'action pour le climat comme quelque chose qui est dans un petit coin, comme une contrainte, mais qui est une opportunité de construire vraiment un développement qui permet à chacun de vivre dignement en réduisant notre impact environnemental, un développement qui soit résilient et qui soit réellement soutenable. On voit bien, Monsieur Teinturier, mais de manière très brève. Juste pour souligner qu'on peut inverser le raisonnement de la personne qui a posé cette question en lui disant justement, parce que je n'ai pas le moyen d'agir sur ce qui se passe en Allemagne et sur les centrales au charbon, il est encore plus important que j'agisse, moi, Français, là où je peux agir, donc sur mes propres comportements. L'argument ou le contre-argument est donc totalement réversible. Agissons là où nous avons des marges d'action. Eh bien, Jean-François, voici donc votre réponse. Merci Valérie Masson-Delmotte, Alexandre Préra et Brice Teinturier.